BFM TV, il est quasiment 17h. À la une cet après-midi, ce drame survenu dans le Puy-de-Dôme ce matin. 3 personnes sont mortes en marge d'un rallye automobile à Arlan. Une voiture a fait une sortie de route et a percuté le public. Une enquête est en cours. Une cellule psychologique est également ouverte. L'an dernier, une autre personne avait perdu la vie sur ce même rallye. Les incendies et le sud de la France, de nouveau en vigilance maximale. Plusieurs départs de feu sont actuellement signalés. Dans l'Aude, un important incendie est en cours. Plus de 60 hectares ont brûlé. 250 pompiers sont mobilisés. 2 Canadair, un Dash sont aussi sur place pour lutter contre les flammes. Nous serons évidemment avec les secours dans un instant et on discutera également avec la sécurité civile. Y a-t-il eu des discriminations liées à leur religion? Jean-Noël Barrot demande des explications à Vueling. Mercredi, la compagnie aérienne avait débarqué d'un de ses avions une cinquantaine d'adolescents de confession juive, de retour de colonies de vacances en Espagne. Vueling assure au ministère français des Affaires étrangères qu'une enquête interne est en cours. Une mère et ses 3 enfants blessés hier après un refus d'obtempérer à Colomiers près de Toulouse. Un homme en 4x4 refusant un contrôle de gendarmerie a pris la fuite et percuté la voiture de la famille. Le conducteur est toujours en fuite. Une enquête est en cours. Trois personnes sont donc mortes dans le Puy-de-Dôme à Arlan en marge d'un rallye automobile. Elles ont été percutées par une voiture. On va vous retrouver Damien Charton. Vous êtes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. Damien, ces spectateurs se trouvaient dans une zone vraisemblablement interdite au public. Oui, l'enquête le dira. La procureure adjointe de Clermont est restée assez prudente pour l'instant sur ce fait. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le bilan de cet accident est très lourd. 3 morts, 2 frères de 60 et 70 ans, un père de famille de 44 ans qui a succombé à ses blessures. Donc, suite à une sortie de route, ce que l'on sait, c'est que ce véhicule de course a heurté donc plusieurs spectateurs. À 11h ce matin, c'était pendant le rallye des Fourmes. On est dans le Puy-de-Dôme. C'est une Peugeot 208 équipée pour le rallye, qui est a priori a perdu la conductrice de 22 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans une ligne droite et a donc percuté ces 3 personnes qui sont décédées. Elle est en urgence relative. Écoutez la procureure adjointe de Clermont sur l'enquête. Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide involontaire. Nous avons donc 3 victimes dans cet accident de rallye. Nous avons 2 frères âgés de 60 et 70 ans. Nous avons également un père de famille âgé de 44 ans. L'enquête est diligentée en co-saisine par la brigade des recherches de Thiers et par la communauté de brigade d'Ambert. Elle va être très minutieuse puisqu'il va falloir rechercher s'il y a des responsabilités dans la survenue de ces décès qui donc endeuillent 3 familles. Bien évidemment l'expertise automobile du véhicule, des expertises toxicologiques sur la pilote et la copilote, de multiples auditions pour bien localiser ces spectateurs au moment du choc. Plusieurs personnes choquées ont été prises en charge par une cellule psychologique sur place. Et puis ce rallye avait déjà été endeuillé l'année dernière. Il y avait eu un commissaire de course de 42 ans qui intervenait après un accident, qui est décédé également lors de ce rallye des Fourmes dans le Puy-de-Dôme. Damien Charton sur des images de Raphaël Blanc-Namour. On parle également de cet important incendie qui est en cours à Sigean dans l'Aude. Plus de 60 hectares ont déjà brûlé. Une maison a été touchée. D'importants moyens sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Et selon le sous-préfet de Narbonne, qui coordonne les secours et qui était notre invité tout à l'heure, 250 pompiers, bientôt 350 engins sont actuellement sur place, ainsi que 3 Canadair, un Dash, des hélicoptères bombardiers d'eau qui effectuent des largages aériens, 60 gendarmes également mobilisés, des évacuations préventives ont également lieu. On en parle avec vous. Thierry Lacombe, bonjour, vous êtes président de la protection civile de l'Aude. La situation météo est particulièrement dangereuse dans le sud du pays en ce moment et c'est ça qui favorise ces incendies. Oui, comme depuis 3 semaines, quasiment même un mois, le département de l'Aude n'est pas épargné, comme les autres d'ailleurs. Et effectivement, les conditions sont défavorables dès qu'on a du vent. Et en particulier, le vent, c'est ça. Ouais. À quelle vitesse souffle-t-il actuellement dans l'Aude ? C'est énoncé aux alentours de 70 degrés, mais je pense que les sapeurs-pompiers pourront vous déterminer ça tout à l'heure, peut-être.
Thierry Lacombe, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les bons gestes à avoir en cette période de départ en vacances? On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les routes. C'est classé rouge selon Bison Futé. Il faut évidemment faire attention quand on est sur la route à ne pas jeter de mégots, par exemple. Bah oui, parce que c'est très souvent le moyen pour mettre le feu sur l'autoroute, notamment, puisqu'on a eu ça il n'y a pas très très longtemps. Surtout respecter les consignes de sécurité qui sont données par le SDIS ainsi que la préfecture. Là, en l'occurrence, pour le secteur de Sigean, c'est d'éviter aux véhicules de secours de leur permettre de faciliter le passage, donc d'éviter d'interrompre tout ça et surtout d'éviter le secteur pour permettre justement au secours d'intervenir, gendarmerie, police, qui sont sur le terrain. Merci beaucoup Thierry Lascombe, président de la protection civile de l'Aude, donc pour ce rappel des conseils, des bons gestes évidemment à avoir en tête dans ces situations météo difficiles. Bonjour également Christophe Champy, vous êtes membre de l'Office national des forêts, expert national en défense des forêts contre les incendies. On le rappelle, c'est un chiffre qui parle de lui-même, 9 incendies sur 10 sont causés par l'humain, qu'ils soient accidentels ou pas. Oui, absolument. Bonjour. Donc, la majeure partie, l'extrême majeure partie des départs de feux de forêt sont dus à l'homme. La seule cause naturelle, c'est la foudre. Et tout le reste du temps, que ce soit de manière volontaire, ça arrive, ou involontaire, ce qui est la majorité, on se retrouve à avoir des départs de feux de forêt qui sont dus à l'homme. C'est dû à des travaux qui peuvent être générateurs de risques à proximité de la forêt, avec des étincelles dues à une disqueuse, mais c'est également, vous venez de l'évoquer, un mégot de cigarette qui peut être jeté, quelqu'un qui se gare avec un pot d'échappement chaud sur des hautes herbes, ou encore des gens qui font des incinérations au fond de leur jardin, une période où c'est non seulement totalement interdit, mais avec, si c'est interdit, c'est pas pour rien, avec un risque de départ qui est effectivement très fort, amplifié actuellement par la sécheresse de la végétation et le vent sur place. Christophe Champy, on voit sur nos images témoins ces flammes qui sont très importantes, notamment à côté de l'autoroute, dans des massifs forestiers. On sait qu'il y a plusieurs massifs forestiers du sud de la France qui sont actuellement fermés. C'est la solution la plus efficace pour éviter que des incendies se déclarent? C'est une des solutions. Dans la mallette à outils qu'on a au niveau de la prévention des incendies, on l'a vu, l'homme est générateur de risques. Donc en fait, c'est surtout les activités humaines et la présence humaine qu'il faut arriver à réguler et que chacun arrive à s'acculturer au risque feu de forêt pour savoir qu'une partie des actions qu'il peut faire peuvent être génératrices de départs de feu et que donc on a les moyens de diminuer le nombre de départs de feu. On peut fermer les massifs. Grâce à ça, il n'y a personne à l'intérieur des massifs. Et c'est notamment pour les pompiers une sécurité supplémentaire. Si le feu prend dans le massif, on sait qu'il est censé y avoir pas, ou en tout cas peu de personnes. Par contre, la vraie notion pour diminuer le risque de départ de feu, c'est pas tant de ne pas aller à l'intérieur des massifs, c'est surtout que dans nos activités quotidiennes, sur des voiries qui restent toujours ouvertes à la circulation, ne pas jeter de mégots, avoir une voiture qui, quand on part en vacances, a été révisée et on refait le niveau de liquide de refroidissement pour avoir une voiture qui ne va pas s'échauffer sur la route et qui pourrait mettre le feu en s'arrêtant sur la proximité des bordures d'autoroute, ce qui a déjà été le cas. C'est quand je ne vais pas en forêt, mais même quand je suis à côté des forêts, je ne fais pas de barbecue non plus ou d'incinération. Donc ce n'est pas que fermer les massifs, mais c'est aussi nos actes au quotidien qui sont potentiellement générateurs, qu'il va falloir arriver à ce que chacun prenne en considération et en conscience qu'on peut diminuer le nombre de départs de feu par des actions qui sont très simples, et souvent en n'utilisant pas le feu, l'allumette ou le briquet. Merci beaucoup Christophe Champy, membre de l'Office national des forêts, d'avoir répondu à nos questions. Loïc Rivière, on fait le point avec vous, notamment dans ce département et toute la région qui est concernée par ces alertes feux de forêt aujourd'hui. Le gros problème, c'est le vent qui se renforce. Oui, c'est une bonne partie du bassin méditerranéen qui est concernée. C'est le paramètre critique, effectivement, ce vent qui accélère sensiblement. Cette carte est très pratique, elle nous permet de résumer et le vent, et la chaleur et l'humidité. L'humidité est aux alentours des 30%, la chaleur souvent aux alentours des 30 à 33 degrés. En Méditerranée, sur le reste du pays, c'est nettement plus frais, mais la chaleur, vous voyez, s'est repliée sur le golfe du Lion. Il a bien plu, notamment dans les Bouches-du-Rhône, le week-end dernier, mais toute cette eau tombée a ruisselé, elle s'est évaporée, ou alors elle a été absorbée par la végétation qui est en souffrance
encore, notamment en direction du Roussillon. Vous voyez ce vent qui accélère sur cette modélisation. Ce sont les reliefs qui contraignent le vent, ce qu'on appelle la compression alpine notamment. Vous voyez bien ces rafales puissantes dans la vallée du Rhône, mais également entre la Montagne Noire et les Pyrénées. 70, donc 80 km/h pour ce week-end, plus encore pour le début de la semaine prochaine. Rafale quasi tempétueuse cette fois-ci à près de 100 km/h. On sait qu'un vent à 100 km/h peut pousser un incendie à la vitesse d'un coureur de fond. On comprend bien pourquoi l'action des pompiers est très compliquée dans ces conditions et ça va durer jusqu'en début de semaine prochaine. Au moins demain, on va même rajouter le Var en vigilance rouge et c'est confirmé. Au-delà de cette journée de dimanche, lundi, les Bouches-du-Rhône seront également en alerte maximale. Merci beaucoup Loïc. Donc vigilance absolue dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Il y a 23 massifs forestiers qui sont fermés sur 25. Mylène Argelas, vous êtes à Belcoden. Vous suivez les pompiers pour BFM TV. Le mot d'ordre, c'est bien sûr surveillance et prévention. Oui, avec Nordine Ali Salid, nous sommes au cœur d'un dispositif préventif. Ici, vous voyez ces camions qui sont prépositionnés. 120 véhicules au total sont prépositionnés ici dans ce département des Bouches-du-Rhône. Il y a également 400 pompiers qui sont mobilisés sur le terrain. C'est le cas justement du lieutenant De Citre que nous allons retrouver. Lieutenant, racontez-nous en quoi consiste le travail aujourd'hui dans une journée de prévention comme celle-ci. Alors aujourd'hui, tout simplement, nous sommes prépositionnés dans le massif forestier pour être au plus proche des axes routiers, au plus proche des massifs en cas de départ de feu. Ça nous permet d'avoir un maillage beaucoup plus important que d'habitude. Et en quoi consiste votre travail concrètement ? Je sais que vous êtes mobilisé depuis midi. Qu'est-ce que vous faites depuis midi ? Alors, depuis midi, c'est une prise en compte de mon groupe d'intervention avec un rappel des consignes de sécurité, un rappel des consignes opérationnelles également. Et également, maintenant, nous sommes en phase d'attente, donc je vais dire une phase de repos, en attente d'un déclenchement pour un départ de feu. Je sais, pour avoir beaucoup discuté avec vous depuis tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est de rappeler ce message auprès de la population. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se référer aux consignes qui sont dispensées par les préfectures, par l'état-major des sapeurs-pompiers. Donc il faut vraiment les respecter. Merci beaucoup, lieutenant. Et au-delà de ces 400 pompiers mobilisés sur le terrain, sur tout le département des Bouches-du-Rhône, il y a également 500 pompiers mobilisés dans les 61 casernes du département. Ce département des Bouches-du-Rhône qui est donc en vigilance rouge, feu de forêt aujourd'hui, qui le restera pour demain. Argelas avec Nordine Ali Saïd pour BFM TV. 17h10, on en vient à présent à ce drame également. 3 jours après le débarquement de membres d'une colonie de vacances, on va commencer par ceci, d'un vol Vueling en provenance d'Espagne. C'est donc le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui demande des explications à la compagnie Vueling. Vincent Ventighem, grand reporter BFM TV, vous êtes avec nous, avec ces questions autour des passagers qui étaient à bord de ce vol, des passagers français, mais de confession juive, ce qui pose donc la question d'une discrimination liée à leur religion. En tout cas, c'est ce qu'ils dénoncent, ces passagers. On parle ici évidemment d'adolescents qui avaient participé à cette colonie de vacances, environ une 50aine de jeunes qui ont donc été débarqués mercredi de ce vol en provenance de Valence et à destination de Paris. Pourquoi ? Eux disent avoir été débarqués par la direction de Vueling et la Guardia Civile, la police espagnole, en raison d'une discrimination liée à leur origine. Tout simplement parce que l'un de ces jeunes a crié un mot en hébreu dans l'avion au moment où il prenait sa place. Alors évidemment, pour l'instant, on n'en est qu'à ce stade-là parce qu'il n'y a que des témoignages qui émanent de ce groupe d'adolescents qui dénoncent cette situation. On sait que l'une des monitrices, la directrice de cette colonie de vacances a été menottée pendant un petit moment pour que le calme puisse revenir et ses enfants ont donc été rapatriés via d'autres vols dans les jours qui ont suivi. Mais c'est vrai que la polémique prend de l'ampleur avec Jean-Noël Barrot, vous l'avez dit, qui a demandé des comptes non seulement à la directrice de Vueling, la compagnie aérienne, mais aussi à l'ambassadeur d'Espagne en France. Alors justement, que répond la compagnie aérienne ? Que répond Vueling ? Depuis le départ, Vueling répond que le problème venait non pas de la confession de ces adolescents, mais de leur comportement. La compagnie explique qu'il n'a pas pu faire autrement que de faire appel aux forces de l'ordre parce que les jeunes avaient un comportement inapproprié, un comportement conflictuel, pour reprendre les termes de leur communiqué de presse. C'est-à-dire que d'après la compagnie, les jeunes auraient pris de grandes libertés avec les consignes de sécurité, jouant avec les instruments qui étaient à l'intérieur de l'appareil et interrompant à plusieurs reprises les consignes de sécurité avant que l'appareil ne décolle, raison pour laquelle le pilote
a fait appel aux forces de l'ordre afin que ce groupe d'adolescents soit expulsé, débarqué de cet avion et qu'il puisse enfin décoller. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec des procédures qui sont lancées en Espagne là-dessus. C'est notamment la PDG de Vueling qui a dit ça à Jean-Noël Barrot, qui avait une enquête interne qui a été rigoureuse et dont les résultats seraient partagés. En France, l'avocate de la colonie de vacances a annoncé aussi son intention de déposer plainte. On ne sait pas si elle l'a fait, mais on le voit effectivement que cette affaire prend une ampleur désormais diplomatique. Merci beaucoup pour ces précisions, Vincent Ventighem. On en vient à présent à ce refus d'obtempérer qui a fait 4 blessés, dont 2 graves hier après-midi à Colomiers, près de Toulouse. À l'origine, un homme circulant dans un 4x4 qui a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il a ensuite percuté une voiture dans laquelle il y avait une mère de famille et ses 3 enfants. Alors le suspect est toujours en fuite. Un homme a assisté à la scène. Il nous a livré son témoignage. Écoutez. La dame était arrêtée au stop sur la sortie de Rocade. Il est arrivé de derrière et il l'a fait sortir. En fait, il l'a expulsé. La voiture a fait des tonneaux, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Et je me suis penché légèrement et j'ai vu de suite la voiture posée sur le rond-point. Et là, de suite, j'ai couru. Et en m'approchant de l'accident, j'ai de suite vu un monsieur qui partait au loin, qui semblait s'échapper de l'accident. Mais je suis resté auprès des victimes. Ça a été ma première préoccupation. En 2-3 minutes, on était entouré de policiers et de gendarmes. On vous reparle à présent du budget 2026 et de ses économies. Il faut trouver 5,5 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Et pour y arriver, la ministre de la Santé évoque plusieurs pistes, notamment celle de limiter les arrêts maladie. Oui, Catherine Vautrin souhaite limiter les arrêts de travail prescrits en médecine de ville à 15 jours et à 1 mois en sortie d'hospitalisation. Une mesure pour, je cite, mettre fin aux abus. Mais pour certains syndicats de médecins, la mesure n'a aucun sens. Ils sont affolés. Je pense qu'on est devant un affolement qui les amène à prendre des décisions qui sont, passez-moi le terme, sans queue ni tête. D'abord, imaginez qu'on doit limiter tous les premiers arrêts à 15 jours. Ça tente à vouloir dire que les médecins font extrêmement mal leur boulot dans ce pays, qu'ils ne savent pas prescrire et que donc il faut les encadrer à ces mauvais médecins face à des mauvais patients qui, eux, abuseraient. Première chose, on rappellera que dans beaucoup de cas, il y a sur Amélie Pro, c'est le logiciel que l'on utilise en quelque sorte quand on prescrit par voie numérique, logiciel fait par l'assurance maladie, des ABAC de durée d'arrêt, dont beaucoup sont à plus de 3 semaines. Donc déjà, il va falloir qu'ils revoient ça. Mais ça, c'est anecdotique. Ce dont il faut parler, c'est d'abord la différence entre chaque patient qui demande une individualisation du soin, et puis ensuite le fait qu'il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc la ministre va rajouter à l'envi des consultations dont la plupart ne serviront à rien, puisque nous verrons juste le patient pour constater qu'effectivement il faut prolonger son arrêt de travail, parce que comme nous avions voulu le faire, effectivement, il demande plus de longueur d'arrêt. Et donc ces gens-là vont prendre des places à des patients qui en auraient besoin. C'est nullissime sur le plan sanitaire et c'est nullissime sur le plan économique parce que ça va coûter encore plus cher en créant des consultations qui n'ont pas lieu d'être. À 17h16, vous voulez également vous parler de la situation à Gaza où la famine s'accroît d'heure en heure. Le secrétaire général de l'ONU dénonce un manque d'humanité et de compassion pour les Palestiniens. De son côté, Emmanuel Macron assure que la France se coordonne face aux grandes crises. Et dans un message posté sur le réseau social X, le président de la République explique s'être entretenu avec le chancelier allemand ainsi que le Premier ministre britannique sur la situation dans la bande de Gaza. Ensemble, dit-il, nous sommes déterminés à faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité. Betsabé Salem, vous êtes notre correspondante à Tel Aviv et selon Israël, les largages humanitaires devraient reprendre prochainement. Oui, effectivement, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on voit bien que d'un côté, Israël refuse d'admettre qu'il y a une situation de famine à Gaza et de l'autre, les autorités israéliennes semblent admettre dans les faits qu'il y a urgence. Il y a aussi, bien sûr, vous en avez parlé à l'instant, la pression internationale et puis il y a pression aussi en Israël, la pression qui s'accroît sur cette fin à Gaza avec de plus en plus de sujets dans les médias, des manifestations aussi qui se succèdent comme ici encore à Tel Aviv.
il y a quelques jours. Alors est-ce qu'il y aura véritablement un impact de ces largages d'aide humanitaire? Certainement pas. Cette expérience, elle a été menée il y a un an en coordination avec la France, notamment la Jordanie, les États-Unis, comme cette fois, et des dizaines de milliers de repas ont été certes distribués dans le nord de Gaza, mais ça a un impact effectivement très limité puisqu'on parle d'une population d'environ 2 millions d'habitants. Le problème, c'est que le mécanisme de distribution d'aide humanitaire, il ne fonctionne pas. On le voit depuis des semaines avec des centaines de civils palestiniens qui sont morts en allant chercher de la nourriture, soit parce qu'ils ont été tués par l'armée israélienne, soit parce qu'ils ont été écrasés par la foule. On voit que le nombre de centres de distribution est trop peu nombreux, qu'ils sont trop loin de la population. Ajoute à cela qu'en plus les Gazaouis doivent aller à pied pendant des heures sous le soleil chercher cette nourriture puisqu'ils n'ont pas le droit d'y aller en voiture. Et puis énième preuve que ce mécanisme ne fonctionne pas. Hier, l'armée a annoncé avoir détruit des dizaines de milliers d'articles d'aide humanitaire. On parle de nourriture, d'eau, de médicaments qui sont restés pendant des semaines à Kerem Shalom côté palestinien, attendant d'être distribués et qui finalement étaient avariés. Alors l'ONU et Israël s'accusent l'un et l'autre. On ne sait pas qui est responsable. En attendant, des milliers d'autres colis attendent encore au soleil d'être distribués et pourraient subir le même sort. Et dans ce contexte international tendu, Donald Trump est arrivé en Écosse. Le président des États-Unis est en visite pour 5 jours. Aujourd'hui, programme très allégé. Donald Trump profite des pelouses écossaises pour jouer au golf. Vous le voyez, demain, ce sont les droits de douane qui seront au cœur des tractations. La situation à Gaza sera aussi évoquée en marge de cette visite. Et des manifestations anti-Trump ont été constatées à Édimbourg et dans plusieurs autres villes écossaises. Vous voyez ces manifestants avec des pancartes « Stop Trump ». Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'Atlantique, nouvelle humiliation pour Donald Trump après l'épisode Epstein. Henri Arnaud, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. La polémique enfle aux États-Unis autour d'un épisode récent du dessin animé parodique South Park. Que lui reproche le président américain ? Absolument, Fanny. Alors c'est simple. Imaginez le premier épisode de la saison 27 de South Park qui vient d'être diffusé aux États-Unis ce week-end. On y voit Donald Trump courir tout nu dans le désert, supplier Satan de coucher avec lui, ou encore en train tout simplement de dire qu'il a un petit pénis. Donc tout cela, ça mène forcément une rage de ce qui se dit ici. Je suis à Comic-Con, qui est la plus grande convention mondiale de fans, de super-héros, de blockbusters, de télé, de télévision ou de dessins animés. Vous voyez d'ailleurs derrière moi les animations de South Park qui sont prévues aujourd'hui avec Matt Stone et Trey Parker, les deux créateurs de la série. On peut s'attendre à une réaction vive de Donald Trump, car il y a tout juste 3 jours, un accord a été accepté par la Maison-Blanche et la FCC, qui gère les télévisions et radios aux États-Unis. L'accord a été accepté pour que Paramount soit vendu à Skydance Media. En échange de cela, Skydance a donné un droit de regard sur tout ce qui allait se décider à Paramount et CBS. Donc ici à San Diego, la rumeur circule que Donald Trump pourrait demander aux nouveaux propriétaires de South Park de tout simplement annuler cette série d'animation culte qui existait depuis 27 saisons déjà. On aura la réponse certainement au retour du président de ses vacances en Écosse. Henri Arnaud, depuis San Diego en Californie. On va scruter bien sûr la réponse sans doute de Donald Trump dans les prochaines heures. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cet incendie qui s'est déclaré à Sigean dans l'Aude. Plus de 60 hectares ont été parcourus, feu qui s'étend sur 3 flancs. Une maison a été touchée. Des habitants ont été évacués par précaution. Plus de 250 pompiers sont actuellement mobilisés. Des renforts venus des Alpes-Maritimes arrivent. 3 Canadair sont également en train d'effectuer des rotations. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toi. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec hautoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lito et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur hautoiture.com pour un devis immédiat. Hautoiture.com. L'électricité passe en offensive et attention l'énorme faute des énergies fossiles. Le carton est très mérité. Il s'élance, attention la frappe.
Le match électricité-énergie fossile, ça se joue tous les jours. J'allais quand même pas soutenir les énergies fossiles. Que se passe-t-il si vous laissez tomber une voiture et, disons, un parapluie dans un espace sans air? Eh bien, sans air, les deux se déplacent de la même manière. Mais il faut bien reconnaître que les occasions de conduire dans l'espace ou dans une chambre à vide sont plutôt rares. C'est pourquoi le design avancé du nouveau Skoda Enyaq vous garantit une conduite aussi fluide où que vous alliez. Découvrez le nouveau Skoda Enyaq 100% électrique. Skoda. Chez Puget, si nous pressons les olives dans les 24 heures après la récolte, c'est pour vous restituer tout le bon goût de l'olive. Puget, élue marque préférée des Français. Numéro 1 sur la qualité et le goût. Puget, fruit de la terre et du soleil. Et ensoleillez vos assiettes avec les vinaigrettes Puget. Balsamique, tomates séchées et ciboulette échalote. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Les amis, devant moi, tous les produits d'un colis comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout livré directement chez vous. Et en plus, en ce moment, vous avez une réduction de 100 € sur votre premier colis. Et avec comme j'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Alors, pour profiter de moins 100 € sur votre premier colis, composez le 0800 37 37 37 ou comme j'aime.fr, c'est important.fr. I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright. En adoptant aujourd'hui les bons réflexes, on pense déjà aux automobilistes de demain. Nord Auto. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Découvrez nos offres et laissez-vous séduire par le Pérou. Attention, la carte verte est devenue inutile. Les radars consultent désormais le fichier des véhicules assurés. Pour éviter l'amende pour absence d'assurance, souscrivez maintenant et votre voiture sera immédiatement inscrite au fichier. Jeune, résilié, sinistré, malucé, AssurePeople.com sera toujours là pour vous. Vous voyez ce tout petit caillou? Il peut faire sur votre pare-brise une énorme fissure et un gros stress à gérer. Pas avec Carglass parce qu'on le gère facilement. Avec Carglass.fr, c'est facile. 3 minutes pour prendre rendez-vous et rapide parce qu'on a le plus grand stock Carglass de vitrage d'Europe. Avec ou sans option, on a le pare-brise dont vous avez besoin. Prêt à être remplacé directement sur votre voiture. Et c'est déjà réglé, comme si rien ne s'était passé. Et en ce moment, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace. Alors, prenez rendez-vous sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. En cas de blessure causée par un tiers, déclarez-le sur Amélie.fr. Cela permet à l'assurance maladie de contacter l'assurance du responsable. Ainsi, vous aidez notre système de santé à faire des économies sans rien changer à votre prise en charge. Notre système de santé, c'est aussi à chacun d'en prendre soin. Retrouvez tous les bons réflexes sur Amélie.fr. L'assurance maladie. Découvrez des lignes dynamiques avec ces phares LED. Eh oui. Hein? Je dois encore changer les freins. Je vous en prie. J'ai plus d'une centaine de points de contrôle comme ça. Bon, bah, je vais attendre. Et à la fin, elle sera neuve? Regardez. Ah oui, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Et une voiture d'occasion reconditionnée par Aramis Auto, c'est 1 an de garantie sans entretien. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité.
Les couleurs du ciel sont très belles au bord du lac d'Annecy. Ces jours-ci, en tout cas au coucher du soleil, l'humidité est toujours bien présente. La pluie est bien tombée. Ça reste mitigé, effectivement, sur une bonne partie du pays. Ça va le rester jusqu'en début de semaine prochaine, sauf en Méditerranée. Temps sec, ensoleillé, réchauffé et surtout venté. Les Bouches-du-Rhône sont déjà en vigilance rouge. Une bonne partie du bassin est concernée par ce risque élevé. Risque maximal également ce dimanche en direction du Var, en vigilance rouge, là aussi. Donc voyons maintenant à l'échelle du pays l'évolution de la situation avec cette goutte froide qui s'enroule en Italie. C'est elle qui provoque cet épisode de vent fort qui va se poursuivre jusqu'à lundi. Là, on pourrait s'approcher des 100 km/h, 70-80 km/h pour cet après-midi. Sur la plupart des régions, les nuages sont nombreux. On distingue tout de même de très belles éclaircies. Puis, pour demain, une perturbation va traverser une bonne moitié ouest. On va la retrouver le matin des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine avec des pluies assez faibles. Ça va s'activer surtout en seconde partie de journée au nord de la Seine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura du monde sur la route à nouveau. Il y aura des orages sur ce secteur, notamment sur l'autoroute A6. Pour retrouver le soleil, il faudra aller vers le Val-de-Loire ou alors sur les plages, notamment près des côtes de la Manche, près de l'océan. Et donc, en Méditerranée, à peine un peu d'instabilité sur les reliefs corses. Les températures, le matin déjà 21 degrés autour du golfe du Lion, 18 à Paris et 13 degrés à Brest. Dans l'après-midi, ça baisse encore dans le nord du pays. Vous aurez de 20 à 25 degrés sur une bonne partie de nos régions, de 25 à 32 degrés des bords de la Garonne jusqu'à la Méditerranée. Le flux de nord sera encore plus sensible pour cette journée de lundi. Donc ce vent va accélérer. Un vent quasi tempétueux en Méditerranée et la neige va tomber sur les hauts sommets des Savoies pour cette journée de lundi. Mardi, le temps sera plus clément, encore un peu frais sur une bonne partie du pays. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. À 17h30, à la une de l'après-info, c'est 60 hectares au moins partis en fumée, 250 pompiers, 60 gendarmes, de nombreux matériels mobilisés également pour faire face à cet incendie de végétation à Sigean dans l'Aude, à proximité d'habitations et de l'autoroute A9. Le département est en vigilance orange, feu de forêt comme 4 autres départements dans le sud. On fera le point tout à l'heure sur la situation avec le sous-préfet de Narbonne, Rémi Reccio. À la une également, ce drame dans le Puy-de-Dôme, 3 morts et plusieurs blessés. Un pilote automobile a fait une sortie de route lors d'un rallye automobile organisé à Arlan. La course avait déjà été endeuillée l'an dernier. Une enquête a été ouverte ainsi qu'une cellule psychologique mise en place pour prendre en charge les spectateurs. Limiter les arrêts maladie à 15 jours pour la première prescription dans les colonnes du Monde. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, détaille les pistes envisagées par son ministère pour économiser plus de 5 milliards d'euros. La mesure et d'autres encore font réagir chez les médecins. On les entendra dans ce journal. Et puis un petit peu de légèreté en ce samedi, un an jour pour jour après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Les Français ne sont toujours pas redescendus de leur nuage. Retour entre nostalgie et fierté sur un événement hors norme. Nous serons en direct avec Amélie Oudéa-Castéra, l'actuelle présidente du Comité national olympique et sportif et ancienne ministre des Sports. Mais tout d'abord, donc cet incendie qui est toujours en cours dans l'Aude à Sigean. Ce sont désormais plus de 60-70 hectares qui sont consumés. Une maison a été touchée. D'importants moyens sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Et on va en parler tout de suite avec vous, Rémi Reccio. Vous êtes le sous-préfet de Narbonne. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait 250 pompiers mobilisés. Quelle est la situation à actuelle 17h30 sur ce feu ? Écoutez, je vous propose un point d'actualisation sur le premier flash que vous avez consacré à cet important incendie de végétation à la sortie de Sigean, en bordure de la Neuve, vous l'avez dit. Je tiens à préciser immédiatement que l'autoroute n'est pas coupée, elle est très fréquentée en ce jour de grands déplacements, mais elle n'est pas coupée. Au moment où on se parle, vous avez dit 60-70 hectares brûlés, c'est 100 hectares qui ont été parcourus et les 60 hectares ont effectivement été brûlés, hélas. Il y a une maison qui a été touchée. Sur le dispositif qui est en place, il a encore pris de l'ampleur compte tenu du traitement du feu en cours. Nous sommes maintenant à 300 pompiers sur le terrain, appuyés par
80 véhicules et un important dispositif aérien qui a été rendu possible grâce aux moyens mis à disposition par la zone de défense. Nous avons actuellement 2 Canadair, un Dash et 2 hélicoptères lanceurs d'eau qui sont à pied d'œuvre et qui sont en train de lutter avec les troupes au sol contre cet incendie qui est compliqué par la chaleur et un vent qui reste puissant et constant. C'est 80 également gendarmes qui assurent la coordination pour que les infrastructures routières ne soient pas trop encombrées et que la bulle tactique d'évolution de traitement de l'incendie soit préservée. Et je complète en vous disant que le maire de Sigean, avec lequel je travaille en étroite collaboration, a déclenché son plan communal de sauvegarde, a mis à disposition un gymnase dans la commune et que c'est une quarantaine de personnes qui sont à la fois des gens du camping qui étaient à proximité, qui à l'initiative du directeur sont venus au gymnase et une douzaine de maisons qui ont été préventivement évacuées. Des évacuations donc préventives parce que la situation elle se complique. La situation est particulièrement dangereuse à cause du vent. Alors, la situation ne se complique pas puisque nous avons toujours nos 3 flancs et que le dispositif terrestre est à pied d'œuvre. Il y a un flanc qui est en voie d'être dominé et maîtrisé. Les 2 autres, compte tenu de l'axe de progression du vent, restent un sujet de préoccupation pour nous et c'est tout le travail qui est en cours avec le dispositif terrestre et aérien. Rémi Reccio, vous évoquiez que ce sont maintenant 100 hectares qui sont partis en fumée. Ce que l'on comprend avec vos informations, c'est que ce feu progresse plutôt vite. Alors, juste une précision, quand on dit 100 hectares de feu parcourus, ça ne veut pas dire d'hectares brûlés. C'est-à-dire c'est le feu a parcouru 100 hectares, il en a brûlé que 60. Donc pour l'instant, on est sur un bilan en termes de surface qui est relativement à l'étal. Donc on ne peut pas dire qu'il progresse. Il est en voie de progression, mais il ne progresse pas au moment où on se parle. Les évacuations dont vous parlez préventives, qui concernent ces gens du camping et quelques habitants, ça concerne combien de personnes à peu près à l'heure actuelle? Je vous dis, une quarantaine de personnes ont été accueillis au gymnase de Sigean et prises en compte à la fois par la réserve communale et par les effectifs de la police municipale qui sont mis à disposition par la municipalité. Rémi Reccio, vous disiez qu'il y avait donc maintenant 300 pompiers mobilisés. Il y a eu des renforts venus des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous êtes prêt à demander de nouveaux renforts si jamais la situation venait à se dégrader? Alors, les renforts sont arrivés des Pyrénées-Orientales et nous pardon, excusez-moi. Porte à 300, c'est pas grave. Et porte à 300 l'effectif sur le terrain. Si nous avons besoin de faire enfler cet effectif terrestre, évidemment nous le ferons en liaison évidemment avec la coordination des moyens qui est assurée par la zone de défense. Alors on rappelle, vous le disiez, donc 100 hectares parcourus, 60 brûlés à l'heure actuelle, 300 pompiers mobilisés. Évidemment, vous restez sur le qui-vive. Rappelez-nous également, pour les téléspectateurs qui regardent dans le secteur, les gestes, les précautions qu'il faut tout de même garder en tête. Oui, merci de me donner l'occasion de faire ce rappel important. Pour les populations qui sont à l'intérieur de la zone de progression des secours, évidemment, on reste chez soi et on attend les consignes. On ne prend pas d'initiative personnelle. Il y a les réseaux sociaux de la préfecture de l'Aude qui sont mis à disposition. Il y a la police municipale, le SDIS et les gendarmes sur place. Donc, on reste chez soi et on respecte les consignes. Et surtout, et peut-être de manière plus importante, quand on est en dehors de la zone de traitement de l'incendie, on ne vient pas perturber le travail des opérations de secours et surtout des personnels qui y sont dédiés. Il faut qu'on arrive à traiter cet incendie avec le maximum d'efficacité tout en préservant évidemment la sécurité de nos pompiers. Merci beaucoup Rémi Reccio pour ce dernier point sur le front de cet incendie donc à Sigean dans l'Aude où 100 hectares ont été parcourus, 60 ont brûlé, une douzaine d'habitations ont également été touchées avec le plan communal de sauvegarde de la commune de Sigean qui a été déclenché. Plusieurs vacanciers notamment évacués d'un camping qui sont actuellement recueillis dans un gymnase. On voulait également, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le vent, Loïc Rivière, qui nous inquiète particulièrement. C'est une bonne partie du bassin méditerranéen qui est concernée. C'est le paramètre critique, effectivement, ce vent qui accélère sensiblement. Cette carte est très pratique. Elle nous permet de résumer et le vent et la chaleur et l'humidité. L'humidité est aux alentours des 30%. La chaleur, souvent aux alentours des 30 à 33 degrés. En Méditerranée, sur le reste du pays, c'est nettement plus frais, mais la chaleur, vous voyez, s'est repliée sur le golfe du Lion. Il a bien plu, notamment dans les Bouches-du-Rhône, le week-end dernier, mais toute cette eau tombée a ruisselé, elle s'est évaporée, ou alors elle a été absorbée par la végétation qui est en souffrance
encore, notamment en direction du Roussillon. Vous voyez ce vent qui accélère sur cette modélisation. Ce sont les reliefs qui contraignent le vent, c'est ce qu'on appelle la compression alpine notamment. Vous voyez bien, ces rafales puissantes dans la vallée du Rhône, mais également entre la Montagne Noire et les Pyrénées. 70, donc 80 km/h pour ce week-end, plus encore pour le début de la semaine prochaine. Rafale quasi tempétueuse cette fois-ci à près de 100 km/h. On sait qu'un vent à 100 km/h peut pousser un incendie à la vitesse d'un coureur de fond. On comprend bien pourquoi l'action des pompiers est très compliquée dans ces conditions et ça va durer jusqu'en début de semaine prochaine. Au moins demain, on va même rajouter le Var en vigilance rouge et c'est confirmé. Au-delà de cette journée de dimanche, lundi, les Bouches-du-Rhône seront également en alerte maximale. Et justement, donc attention à ce risque maximal, on venait de l'entendre dans les Bouches-du-Rhône, avec cette alerte rouge donc sur ce département. Oui, chaleur, sécheresse et vent, tous les éléments sont réunis. Résultat, 23 des 25 massifs du département sont fermés et quelques 400 pompiers sont mobilisés dans les Bouches-du-Rhône pour surveiller et bien sûr faire de la prévention. Mylène Argelas, Nordine Ali Saïd avec Fanny Regnault. Monsieur, malheureusement, le parc est fermé aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà le message auquel il faut s'attendre aujourd'hui pour toute personne voulant se rendre dans le parc national des Calanques. L'accès par voie terrestre est fermé, le risque d'incendie est trop important. Et ce sont les scouts et guides de France qui épaulent les pompiers pour avertir le public. Si vous voulez faire un jogging, moi je vous invite plutôt à faire autour du stade. Égare à ceux qui voudraient passer outre les consignes. Si des promeneurs sont aperçus dans les collines, un signal radio est donné et les autorités sont prévenues avec à la clé 135 € d'amende. Pour mener leur mission à bien, les scouts déployés en plusieurs groupes de 3 sont équipés de cartes et de radios et dispersés à différents endroits du massif. Ici, donc on fait le point névralgique de lien avec les pompiers et avec les missions. Donc effectivement, les radios pour les départs en mission, les sacs de mission, l'ordinateur de suivi pour suivre en gros tous les appels, les besoins, etc. Toutes les cartes pour localiser les gens en patrouille ou pour localiser en gros les promeneurs qui ont été repérés. Le parc des Calanques n'est pas le seul fermé. La vigilance rouge concerne tout le département. Sur les 25 massifs forestiers que comptent les Bouches-du-Rhône, 23 sont interdits au public aujourd'hui. 400 pompiers sont prépositionnés sur le terrain à des endroits stratégiques. Ces lieux, ils sont choisis dans les 25 massifs à proximité d'une voie rapide, justement pour pouvoir répondre à cette attaque de feu naissant. Aujourd'hui, ici à Aix-en-Provence, nous avons un massif emblématique, celui de la Sainte-Victoire, que nous devons protéger. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs groupes d'intervention avec ces camions que nous voyons. Des engins spécifiquement conçus pour lutter contre les feux de forêt. Ils sont capables de s'auto-asperger d'eau. Des bouteilles d'air sont à l'intérieur pour le personnel et ils contiennent chacun 4000 litres d'eau pour lutter contre les flammes. Pour compléter le dispositif, 500 autres pompiers sont dans les casernes prêts à intervenir. Pour rappel, les jets de mégots représentent l'une des premières causes de départ de feu en France. On parle à présent de ce tragique accident lors d'un rallye automobile des Fourmes dans le Puy-de-Dôme. Une enquête est ouverte après la mort de 3 personnes ce matin dans la commune d'Arlan. Célia Vallée, on fait le point avec vous. Que s'est-il passé ? C'est une voiture de rallye pendant cette course qui a fait une sortie de route et qui a percuté plusieurs spectateurs. Parmi les 3 victimes, 2 frères de 60 et 70 ans et un père de famille de 44 ans, tous les 3 décédés. L'accident il a eu lieu ce matin à 11h sur une ligne droite. C'était à Arlan, dans le Puy-de-Dôme. 2 femmes étaient au volant de cette voiture de rallye. La conductrice, elle a 22 ans. Elle est en urgence relative actuellement. Et sa copilote a 51 ans. La course, elle a été immédiatement arrêtée après l'accident. Les lieux de l'événement ont été évacués. Les gendarmes ont demandé à tout le monde de rentrer chez soi. Une cellule psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de Saint-Just et une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Une enquête qui va être, je cite, minutieuse. Écoutez, Madame la procureure. Il va falloir rechercher s'il y a des responsabilités dans la survenue de ces décès qui donc endeuillent 3 familles. Bien évidemment, l'expertise automobile du véhicule, des expertises toxicologiques sur la pilote et la copilote, de multiples auditions pour bien localiser ces spectateurs au moment du choc.
cette position des spectateurs, justement, sur cette position, il faut savoir que dans les rallyes, il y a des balises vertes et des balises rouges. Pour les balises vertes, les spectateurs ont le droit d'être sur ces zones. En revanche, il est interdit pour les spectateurs d'aller sur les zones rouges et il semblerait que les victimes étaient sur ces zones rouges, mais la procureure reste très prudente sur leur position. L'enquête déterminera pourquoi ils étaient ici, à savoir qu'il y a déjà eu un accident mortel l'an dernier sur cette même course. Un commissaire de course est décédé après une sortie de route également. Merci beaucoup Célia pour ces dernières précisions. Le budget 2026 et la santé, 5,5 milliards d'euros à trouver. Ce sont les économies à faire dans le budget de la santé. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, envisage plusieurs pistes, notamment limiter le tout premier arrêt de travail à 15 jours en médecine de ville, à 1 mois en sortie d'hospitalisation. Également aussi la prise en charge par l'employeur des arrêts maladie qui irait jusqu'au 7e jour et le doublement du plafond des franchises médicales à 100 € par an. On en parle avec vous, Didier Pierry, vous êtes secrétaire général de la branche santé de Force ouvrière. J'imagine que ces annonces de Catherine Vautrin, vous n'êtes pas forcément pour. Non, il faut dire qu'aujourd'hui, et quasiment tous les jours, on a soit la ministre de la Santé, soit le ministre délégué, M. Neuer, qui y vont de leurs déclarations sur le lot de mesures qu'ils veulent mettre en place. Et donc, je pense qu'ils jettent comme ça des hameçons pour voir un petit peu comment on réagit. Vous savez, sur les arrêts de travail, il y a beaucoup de choses à dire. La première des choses, c'est que, par exemple, dans le monde de l'hôpital, les directeurs d'établissement ont la possibilité de faire contrôler les arrêts de travail par un médecin qui est un médecin assermenté. Aujourd'hui, 85% de ces arrêts de travail qui sont contrôlés, le médecin, il les valide et donc les gens continuent leur arrêt de travail. Donc on voit que sur les arrêts de travail à l'hôpital, le fait de vouloir jouer et de vouloir punir les agents par rapport à ça, ça ne marche pas parce que les gens sont simplement malades et que le médecin, lorsqu'il engage sa responsabilité en mettant un arrêt de travail, il le fait parce que la personne en face de lui, elle est à bout, parce qu'elle est malade et puis parce que nous vivons dans un monde où quand même à l'hôpital, on soigne des malades, alors que les soignants eux-mêmes soient porteurs de virus et qu'ils continuent à aller dans certains services alors qu'ils sont malades, c'est un non-sens complet. Donc il y a des moments où vraiment on touche le fond par rapport à cette décision que veut prendre le ministre. Alors, vous parlez justement de cette mesure de limitation des arrêts maladie. Elle jette le discrédit finalement à la fois sur les soignants et sur les patients. Alors je pense que c'est surtout sur les médecins qu'elle jette le discrédit, parce que ça voudrait dire que les médecins aujourd'hui ne font que des arrêts de complaisance et que quelque part, les agents qui sont arrêtés sont des gens qui sont des simulateurs qui viennent et que surtout les médecins feraient ça par complaisance. Je pense que c'est pas sérieux que de dire ça. Alors il peut y en avoir, bien sûr qu'il y en a. On vit pas dans le monde des bisounours, mais de là à vouloir faire croire comme quoi ces mesures-là vont permettre de résorber le trou de la sécurité sociale et donc de pouvoir valoriser à hauteur de 5,4 milliards les économies, je pense qu'on en est vraiment très loin. Et puis je pense que c'est prendre la situation de l'hôpital par le mauvais bout, parce qu'aujourd'hui on a quand même un gros déficit au niveau de l'hôpital par rapport à notre attractivité, par rapport à la fidélisation des agents, et je pense que de leur taper sur la tête alors qu'il y a encore quelques années en arrière ils étaient applaudis à 20h parce qu'ils étaient là pendant la pandémie, parce que aujourd'hui le ministre et le Premier ministre a coupé les fonds dans les hôpitaux. Nous avons 3,4 milliards de déficit en 2024 et que donc les conséquences qu'on va en avoir, aujourd'hui c'est clairement que il y aura pas de remplacement sur des mensualités pendant les vacances, que ces personnels ils n'ont que 15 jours de vacances pour un certain nombre, que d'autres vont être rappelés pendant leur période de congé pour venir dépanner parce qu'il manque du personnel. Donc on voit que les mesures aujourd'hui à l'hospitalière, on en a besoin, mais elles sont totalement différentes de ce que aujourd'hui le gouvernement veut mettre en place. Ils ne sont dans une vision que purement économique, une logique financière qui va à l'encontre du bon sens. Didier Birig, Catherine Vautrin nous explique que si nous ne faisons rien, nos dépenses de santé vont augmenter mécaniquement l'année prochaine de près de 10 milliards d'euros, dit-elle, du fait du vieillissement de la population et de la progression des maladies chroniques. On ne peut pas laisser nos dépenses de santé creuser notre déficit. Comment faire pour pallier ce problème ? La première des choses qu'il faut dire, c'est qu'à partir du moment où on va réduire les moyens de l'hôpital, il faut être honnête avec les Français et de leur dire
qu'est-ce qu'on va faire et quelles vont être les conséquences? Si aujourd'hui on réduit les moyens à l'hôpital, eh ben il va falloir que les Français on leur dise aussi et que ce gouvernement dise clairement aux Français que les conséquences, ça va être que l'on attende 15 heures, 16 heures, 20 heures, 50 heures sur un brancard aux urgences, ça devient la normalité. Parce que on n'a pas de moyens et qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc il faut avoir le courage aussi politique de ne pas se cacher seulement derrière des chiffres, mais de dire la vérité des prix, c'est-à-dire que les conséquences vont être des conséquences clairement affichées. Et il faudra aussi dire aux Français à ce moment-là que ça ne sert à rien d'agresser les soignants aux urgences parce que, eh ben, ils vont attendre très très longtemps avant d'être pris en charge parce qu'il n'y a pas de lit derrière pour pouvoir les prendre en charge. De même dans les EHPAD, il faudra dire aux familles que le fait que les personnes âgées ne soient lavées qu'une fois tous les mois, eh ben, ça devient la normalité. Parce Donc que, selon vous, le gouvernement dans les ne doit EHPAD, on pas aura toujours faire... pas mis plus de personnel. Donc selon vous, le gouvernement ne doit pas faire d'économies sur la santé, au contraire? Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut pas faire, qu'on peut pas travailler ensemble pour essayer de voir là où on peut améliorer les choses. Mais entre améliorer les choses et vouloir absolument réduire le déficit simplement pour pouvoir mettre des chiffres dans un bilan, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on parle de santé, monsieur. Aujourd'hui, les malades qui viennent à l'hôpital et qui sont malades et qui ne se sentent pas bien, lorsqu'ils attendent 24 heures dans une salle d'urgence ou lorsqu'ils sont sur un brancard et qu'il y a personne qui peut venir leur donner un verre d'eau, c'est quand même des Français. Ce sont nos citoyens qui, quelque part, viennent dans un des piliers les plus importants de la République, qui est l'hôpital public. Et aujourd'hui, quand on voit le retour qu'on est en capacité de leur donner, la qualité des soins, quand j'entends les ministres dire comme quoi nous avons l'un des meilleurs systèmes de soins au monde, je pense que ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas été dans l'hôpital dans lequel moi je vais. Parce que je pense que eux, ils vont dans un hôpital, mais c'est pas le même que celui d'où moi je viens. Merci beaucoup Didier Birig. Votre message a été entendu. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la branche santé de Force ouvrière et vous réagissiez justement aux propositions de la ministre de la Santé pour faire des économies dans son secteur. 17h48, tout autre chose. C'est avec beaucoup de nostalgie, de fierté également qu'on se remémore cette année passée après cette magnifique, on peut le dire, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On revoit les images évidemment spectaculaires. On se souvient de cette cérémonie sur la Seine qui devait être un fiasco, de cette pluie qui malgré tout n'a pas empêché de faire une très belle fête et surtout une très belle Olympiade. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'actuelle présidente du Comité national olympique, bonjour, et sportif français, ancienne ministre des Sports à l'époque de ces JO. Tout d'abord, on aimerait revenir justement sur votre bilan un an après cette fête qu'on a vécue tous ensemble en France en 2024. Oui, c'est un très bel anniversaire qui vient fêter un été absolument inoubliable. Je crois qu'on a maintenant une partie de la jeunesse qui dit que ça a été le plus bel été de leur vie. C'était un été de félicité, c'était un été d'unité. C'était aussi un été victorieux où nos athlètes tricolores nous ont fait vraiment rêver. Un été aussi où on s'est prouvé qu'on est encore un grand pays capable de faire des grandes choses quand on travaille en équipe avec de l'audace, avec de l'ambition. C'était formidable de voir notre nation donner ce bonheur au monde entier, de voir le public exulter devant des exploits sportifs, dire aussi sa joie d'accueillir le monde entier, dire sa fierté d'être français. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a fêté aujourd'hui avec une très belle journée de célébration. Il y a plusieurs héritages qu'ont laissé ces Jeux Olympiques de Paris. Peut-être celui qui est le plus emblématique, c'est les Parisiens qui peuvent désormais se baigner dans la Seine. C'est ça votre plus grande réussite ? Je pense que c'est l'une des belles réussites. Il y a aussi tous les équipements sportifs de proximité qui ont été développés à travers les territoires. Près de 6000 déjà aujourd'hui. Des réalisations emblématiques comme le centre aquatique olympique où on a pu inaugurer les anneaux. Et vous voyez là derrière moi d'ailleurs des autres anneaux dans le parc Georges Valbon qui ont pu être inaugurés tout à l'heure en présence de Kirsty Coventry et de Thomas Barr. Il y a, au-delà de ça, un engouement qui est venu pour la pratique sportive. On a 3,5 millions de pratiquants sportifs supplémentaires. On a des fédérations qui, au lendemain des Jeux, ont connu des progressions de plus de 20% de leurs licenciés. Je pense au badminton, au tennis de table, à l'escrime. C'est une super dynamique et qu'il faut arriver absolument à continuer à porter, à encourager. D'où l'inquiétude que j'ai aujourd'hui sur la question des budgets du sport. Oui, justement, c'est là-dessus que je souhaitais vous interroger également. Cette baisse envisagée du budget des sports dans le cadre global de ces économies à faire. Ce sera moins 18% pour les sports l'année prochaine.
Comment est-ce qu'on concilie justement cet héritage des JO, cet engouement pour la pratique sportive et une baisse de budget ? Oui, je crois qu'on est dans un moment qui est très difficile pour le pays, incontestablement. Sur le plan budgétaire, tout le monde doit faire des efforts. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les efforts exigés du sport sont disproportionnés. Il y avait déjà eu une première baisse l'an dernier des budgets de 17%. Le sport a rendu 300 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié de ses crédits budgétaires en cours d'année. Et maintenant, il y a cette nouvelle annonce envisagée pour le projet de loi de finances 2026 de moins 18%. C'est un traitement qui est injuste, qui est incompréhensible parce qu'il est vraiment à rebours de l'héritage, à rebours de cette dynamique de construction de la nation sportive. Et c'est aussi quelque chose de dangereux parce que c'est des clubs qui vont mettre la clé sous la porte, c'est des emplois d'éducateurs sportifs qui ne vont pas être renouvelés, c'est des enfants qu'on ne va pas accueillir dans nos structures. Et c'est tout ça qui me préoccupe à un moment où on sait qu'investir dans le sport, c'est bon pour le pays parce que c'est 13 € économisés pour chaque euro investi dans le sport en raison de ses impacts sur l'éducation, sur la santé et le bien-être. On est dans un moment où la santé mentale de nos jeunes, de nos étudiants nous préoccupe, où il y a beaucoup de dépendance aux écrans. Donc c'est un mauvais calcul de couper comme ça les budgets du sport, surtout quand on sait qu'il a un très faible poids dans la totalité de nos finances publiques. Donc le matraquer ainsi n'arrange rien à notre équation globale. Donc voilà, j'appelle vraiment une révision de ces orientations et il faut qu'on continue à porter cette dynamique de construction d'une nation plus sportive. Les Français nous le demandent aujourd'hui, ils aiment le sport, ils ont envie d'être derrière nos athlètes. Merci Amélie Oudéa-Castéra, actuelle présidente du Comité national olympique et sportif français, ancienne ministre des Sports, d'être revenue avec nous sur cette première année, cet anniversaire des JO à Paris. Restez avec nous dans un instant sur BFM TV, Newsbox avec Bastien Bockel et Elisa Tranin qui reviendront notamment sur cet incendie dans le département de l'Aude à Sigean. 60 hectares brûlés de forêt, feront le point également dans quelques minutes. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. À demain. Bonne soirée sur BFM TV.